Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage iconique. Un personnage qui a eu de nombreuses interprétations au fil des années et qui est peut-être l'un des méchants les plus iconiques de la pop culture. Et c'est également un personnage qui a eu son film il y a pas longtemps, début octobre. Oui, je veux parler du Joker. Et dans cette vidéo, avant de parler de Joker Folie à 2, j'ai envie qu'on revienne sur les différentes interprétations du personnage qui a eu ces presque 60 dernières années. Donc on va pas attendre plus que ça. Joker, c'est parti. Dans cette vidéo, j'aurais pu parler de 6 interprétations différentes du Joker, mais on va en faire que 5. Puisque la 6e en question, c'était celle de Barry Keoghan dans le dernier de Batman. Mais comme le personnage nous a pas été officiellement présenté, et qu'on connaît pas trop sa psychologie et tout, c'est assez difficile d'en parler, donc on en parlera quand on nous le présentera vraiment à l'écran. Pour le reste, on va prendre les interprétations dans l'ordre chronologique, et ça commence en 1966 avec le tout premier film Batman, où l'interprète du Joker s'appelle César Romero. C'est donc la toute première fois que l'on voit ce clown criminel que beaucoup ont connu dans les comics au cinéma. Il faut dire que ça a pu être troublant pour ceux qui étaient déjà renseignés sur le personnage. Parce qu'il faut dire que l'interprétation de César Romero est assez loin de la représentation qu'on en fait dans les comics. Parce que dans ce film, le Joker est représenté comme un personnage positif, insouciant, qui fait des crimes évidemment, mais qui est plutôt secondaire. Et d'ailleurs, dans le contexte du film, il est complètement secondaire puisque il est plus à la botte du pingouin. Donc en fait, dans ce cas-là, on a plus une représentation clownesque du personnage plutôt que criminelle, qui est laissée de côté. Et ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est que même l'interprète du Joker, César Romero, il prenait pas vraiment ce rôle ultra au sérieux. Un exemple qui justifie ça, c'est que pour le rôle, il avait refusé de se raser la moustache. Alors dit comme ça, oui, c'est peut-être pas très grave, c'est un caprice d'acteur ou quoi, mais c'est chiant. C'est chiant parce que quand tu fais des plans assez rapprochés sur le personnage, tu vois une moustache et c'est pas la représentation physique qu'on voulait en faire. Une chose que je voudrais rajouter personnellement, même si ça te fait chier de tracer la moustache, mec, c'est ton travail. Un acteur, vous le voyez aujourd'hui encore à l'écran. Là, j'ai l'exemple en tête de Timothée Chalamet qui se transforme pour jouer dans Dune ou même sur le biopic de Bob Dylan. Et le mec se transforme physiquement, de coupe de cheveux, tout ça, il laisse pousser la moustache, il la rase, enfin. C'est le travail d'un acteur de changer physiquement, d'accepter qu'on coupe les cheveux d'une certaine manière, qu'on le maquille pour retranscrire la vision du personnage qu'en a le réalisateur. Ça fait partie du job. Ouais, le simple fait de ne pas avoir rasé sa moustache, ça a été considéré comme un manque d'engagement de la part de l'acteur. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur les transformations physiques d'acteurs et pourrait même faire un focus sur Christian Bale, puisque si vous connaissez pas, vous le connaîtrez quand j'en parlerai en vidéo, mais c'est un mec qui a fait des transformations physiques de malade pour chacun de ses films. Et c'est incroyable. Bref, après ce film de Batman, on peut pas vraiment dire que l'arrivée du Joker sur grand écran ait eu un énorme succès. Et pour justifier ça, il faudra attendre pas moins de 23 ans pour revoir ce personnage au cinéma. On le verra pas dans n'importe quel contexte, puisque on le verra dans un nouveau film Batman qui est sorti en 1989 et qui a été réalisé par Tim Burton. Et cette fois-ci, le méchant a été joué par Jack Nicholson. Jack Nicholson va donc s'approprier les traits du Joker et on a une interprétation totalement différente du personnage. Déjà, il a une histoire qui est un petit peu développée puisque au tout début du film, il n'est pas encore le Joker. Il s'appelle Jack Napier et à ce moment-là, Jack, c'est un petit criminel qui d'ores et déjà aime les jeux de cartes et est sujet à des instabilités émotionnelles. Et ce n'est que lors de son affrontement avec Batman, qui est ici dans ce film interprété par Michael Keaton, qu'il va définitivement devenir le Joker. Ce clown qui va utiliser certains aspects de cette personnalité-là pour faire des crimes, des meurtres tout simplement. Enfin, on a vraiment en face de nous un criminel cette fois-ci, qui est au premier plan et l'ennemi numéro 1 de Batman. Les spectateurs, quand ils voient ce film, là, ils ont vraiment la vision du Joker
qu'ils avaient dans les comics. Ce personnage sombre, clownesque et criminel. On va pas se mentir, le choix de l'acteur, le casting est quand même parfaitement choisi. Jack Nicholson, est-ce qu'on pouvait trouver à l'époque une personne qui collait mieux à ce personnage? Je suis pas sûr. Quand vous voyez juste la tête de l'acteur, vous voyez qu'il a ce sourire atypique qui, avec un petit peu de maquillage et une psychologie un peu déjantée, peut le rendre totalement flippant. Même sans maquillage, il l'a déjà prouvé dans un film un peu auparavant. Ah, c'est un classique. Ça vous dit un truc, Shining? C'est sorti dans les années 80, réalisé par Stanley Kubrick. Et là aussi, c'était Jack Nicholson qui usait de son sourire pour montrer toute la folie de son personnage. Donc vous voyez, rien qu'avec deux interprétations, nous avons deux points de vue totalement différents du personnage. Et c'est ça que je trouve assez exceptionnel dans le cinéma, c'est que en fonction de la personne qui va réaliser, de l'acteur qui va choisir et tout, un même rôle, un personnage qui a des traits assez caractéristiques va être interprété et va donner une image totalement différente de lui-même en fonction du contexte, de la réalisation et tout. Et c'est ça qui est juste trop bien. Et s'il y avait deux acteurs, on a deux prestations diamétralement opposées, laissez-moi en ajouter un troisième qui arrive 20 ans plus tard en 2008 avec Christopher Nolan dans Batman The Dark Knight. Alors attention, c'est pas Christopher Nolan qui joue le Joker, non, c'est Christopher Nolan qui réalise une trilogie Batman et le deuxième volet s'appelle The Dark Knight dont le méchant principal est le Joker, interprété par Heath Ledger. C'est le nouveau Joker, le premier dans les années 2000 et celui qui va marquer toute une génération. À la différence du personnage de Jack Nicholson, celui-ci n'a pas d'histoire développée, mais il est diablement bien écrit. C'est pareil, on pourra en discuter une autre fois, mais à mon sens, The Dark Knight est peut-être le meilleur film de super-héros ayant jamais existé. Et il le doit notamment à son antagoniste. Il va pousser le héros dans ses retranchements et ce qui est cool, c'est que d'une certaine manière, il gagne quoi. Et c'est assez jouissif et flippant en même temps. L'incarnation de Heath Ledger dans ce personnage du Joker est juste exceptionnelle. Il pousse le héros dans ses retranchements. Chaque crime, chaque scène où il est présent nous montre un peu plus toute la folie meurtrière de ce personnage. Et ce qui est un peu fou dans cette histoire, c'est que quelque part psychologiquement, il gagne. Et c'est ça qui est incroyable. Si vous avez vu il y a un moment de Dark Knight, regardez-le à nouveau et vous verrez que psychologiquement, Batman a perdu. Je me souviens, cette scène de l'interrogatoire, elle est juste... Franchement, si vous n'avez pas vu The Dark Knight ou que ça fait trop longtemps, allez le revoir, vraiment. C'est juste incroyable. Pour résumer tout ça, le traitement du personnage est aussi fou que ce dernier. Il y a une vidéo que je peux vous conseiller sur ce personnage du Joker, cette interprétation de Heath Ledger dans le film de Dark Knight, qui est sur la chaîne de Erwan Ingres. C'est dans la description, donc n'hésite pas à aller voir. C'est super intéressant la manière dont il en parle. On doit encore parler de deux interprétations du Joker. Et avant de parler de celle de Joaquin Phoenix et de revenir sur Joker Folie à 2, il faut parler de celle de Jared Leto. Jared Leto, c'est un peu différent de tous les autres, encore une fois. Pourquoi ça? Parce que déjà, c'est pas dans le cadre d'un film Man, c'est dans le cadre d'un film Suicide Squad. Ce qui fait que c'est un peu plus compliqué à analyser que les autres personnages, c'est que le Joker n'est pas un personnage principal. Il est au second plan et même fortement au second plan. Là ici, le maquillage, le costume de Jared Leto rend vraiment bien hommage au personnage parce qu'on voit tout de suite sa folie et même dans le jeu d'acteur, on est en plein dedans. Quand j'en parle là, j'ai cette scène où il est allongé, entouré de couteaux ultra aiguisés. Enfin, tu vois que le mec est dérangé, quoi. Je trouve que dans ce film, on a une vision un peu plus contemporaine du Joker. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé que ce personnage soit plus développé et qu'on ait à l'image tout l'étendue du talent de Jared Leto, quoi. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est un peu difficile d'analyser ses performances. Donc à part dire que, physiquement, c'est vraiment le Joker et qu'il y a quelques scènes qui lui rendent hommage, on peut pas dire grand chose de plus malheureusement. En revanche, ça n'est absolument pas le cas de Joaquin Phoenix. Parce que désormais, ce personnage n'a pas un film, mais bien deux. Et ce qui est intéressant, c'est que là, Batman, pas d'autres super-héros ou super méchants qui vont prendre une partie de l'histoire. Non, le film s'appelle Joker. C'est la première fois qu'on a un film qui va se focaliser essentiellement sur ce personnage. Dans le film Joker de 2019, on va donc suivre Arthur Fleck, un jeune garçon qui est un peu exclu de la société, voire un peu complètement exclu de la société, qui a un certain trouble mental, même pas qu'un, et qui va sombrer petit à petit dans la folie et devenir ce personnage emblématique du Joker. Alors c'est l'occasion de parler donc des deux films. Joker de 2019, j'ai trouvé juste génial. Je l'ai pas vu en salle, je l'ai vu à la télé quand il a dû passer la première fois. Il m'avait foutu dedans, j'avais trouvé ça tellement glauque, malsaine comme ambiance, parce que
À force, on connaît le personnage. On sait tout ce dont est capable de faire ce clown tueur. Qui rend la chose malsaine, c'est que on a développé un personnage, on lui a donné une histoire complète durant tout le film, on ressent de l'empathie envers lui. Et c'est ça qui crée ce côté malsain, justement. Le fait de voir cet homme qui va devenir le Joker, un tueur sans limite, qui va pousser le monde à devenir anarchique, t'as de la peine pour lui et tu te dis, oh le pauvre, alors... L'impression de soutenir un tueur, du coup, il y a ce truc, tu fais, c'est bizarre, genre, j'ai de la peine pour un meurtrier. Je te jure que j'avais cette sensation vraiment chelou, quoi. Et limite, quand il commettait un crime dans le film, t'es en mode, mais c'est pas de sa faute, ou limite que pour la personne qui tuait, c'était mérité, alors que le mec vient de tuer quelqu'un, quoi. C'est pas normal de penser à ça. Et c'est là où Todd Phillips, le réalisateur du film, a fait un travail de fou, c'est que, il a réussi à nous faire sentir ça, vraiment une pure folie, quoi. Comme le personnage l'est et l'interprétation de Joaquin Phoenix aussi. Faut vraiment la souligner. Comme Heath Ledger en 2008, Joaquin Phoenix a reçu un Oscar pour cette interprétation. J'ai pas les mots pour la décrire. Juste que c'est mérité. Voilà. Même si Joaquin Phoenix mérite totalement son Oscar et que son interprétation est juste folle, ce n'est pas la meilleure version du Joker. Pour moi, ça reste celle de Heath Ledger. Et c'est notamment à cause de Joker Folie à 2. Et je vais dire à cause parce que là, on va parler du film, sans spoiler évidemment, ça me gêne. Il me plaît pas. Ça me gêne, mais pas dans le même sens que celui de 2019. Ça me gêne, genre, il y a un problème. Si vous n'avez pas vu Joker Folie à 2, c'est un bon film, dans le sens où visuellement, c'est super beau, ça marche bien, les acteurs sont fous, ils représentent bien leur personnage et tout, et ils jouent très très bien. C'est également un mauvais film. La question, est-ce que c'est à la fois un bon et un mauvais film, ou est-ce que c'est ni un bon ni un mauvais film? Tu vois, je sais pas comment qualifier. Le truc, c'est que il y a de trop gros problèmes, à mon sens, dans l'histoire, pour que je dise que waouh, c'est incroyable. Parce que là, je vais me répéter, même si l'image est folle et que le jeu d'acteur est fou, le scénario m'a pas du tout convaincu. Là, je vais me permettre de donner un indice sur la fin du Joker de 2019, c'est 5 ans quand même, donc si vous l'avez pas vu, on va être en plein milieu du procès du Joker dans Folie à 2, où on va être au tribunal, tout ça, enfin vraiment un procès, on va dire entre guillemets classique, pour un personnage qui ne l'est pas. On s'y focus trop longtemps, ça manque de folie. On te sort Joker Folie à 2, et ce qui est intéressant parce que je suis allé voir avec ma mère et elle a mis les mots parfaits. Il n'y a pas assez de folie, pas beaucoup à 2. Et je trouve que ça résume parfaitement l'histoire. C'est que, oui, ça manque de folie et que, chacun des acteurs qui sont Joaquin Phoenix et Lady Gaga sont impressionnants à l'écran, mais il n'y a pas de alchimie en fait à 2. Ce que j'aurais aimé voir à ce moment-là, peut-être se rattacher à la version qu'il y avait dans les comics finalement. Cette version où on a Harley Quinn, psychologue, je crois, à l'asile d'Arkham, et au début, elle va faire son travail très professionnellement, et elle va être en prise de lui jusqu'à sombrer à son tour dans la folie. J'aurais trop aimé, et c'est pas un spoiler ce que je vous dis, puisque c'est ce que j'aurais aimé, c'est ce que j'imaginais, et donc j'aurais trop aimé avoir cette version-là de ce personnage qui est dans la continuité du premier, où il est un peu perdu, il nous fait de la peine encore une fois, parce que il est dans une situation dans laquelle c'est pas forcément de sa faute. Le personnage de Harley Quinn aurait pu avoir de l'empathie pour lui, de le comprendre, et que ça aille un peu plus loin que une relation professionnelle, et que à la fin, ils se remettent à vriller de quelconque manière, je sais pas, qu'elle le suit dans cette folie. Et là, on aurait eu vraiment un titre qui correspondait vraiment au film, une folie à 2, quoi. Donc voilà, il m'a manqué ça, je vais pas trop aller plus loin parce que sinon, faudrait spoil et aller le voir. Parce que, en soi, c'est pas un mauvais moment au cinéma, hein. Encore une fois, c'est beau, c'est sympa. Visuellement, c'est très bien travaillé. Mais voilà, en termes de scénario, il manque quelque chose. Il manque vraiment une grosse partie qui peut te plomber l'œuvre. Et c'est vraiment dommage. Je vais juste dire un dernier mot parce que, comme vous le savez, c'est une comédie musicale. Ou si vous le savez pas, je vous l'apprends, bienvenue. Le problème, encore une fois, c'est pas les musiques, c'est pas le fait qu'il y en ait, parce qu'elles ne sont pas dérangeantes en elles-mêmes. C'est la manière dont elles sont introduites dans l'histoire, où là aussi, je trouve que ça manque de quelque chose. J'aurais aimé, encore une fois, que... On revient à un truc que je disais dans une autre vidéo, c'est... En fait, je reviens à la manière dont tu vends ton film. Si tu dis que c'est une comédie musicale, tu vas à fond dans le côté comédie musicale, c'est-à-dire, faut que ça chante, qu'il y ait une chorégraphie, que les gens y dansent, un peu comme Emilia Pérez, par exemple, dernièrement. Oui, des fois, ça te casse le côté, on va dire, réaliste de la chose, mais c'est du cinéma. Est-ce qu'on cherche vraiment à ce que ce soit réaliste tout le temps? Ça, j'en suis pas sûr. Et le côté comédie musicale, ça aurait pu être tellement bien. Ça aurait pu être incroyable. Vous imaginez? On aurait pu vraiment une histoire d'amour entre deux personnages psychologiquement instables dans une atmosphère anarchique, comédie musicale.
et ça aurait été juste une pépite, quoi. Quitte à casser le côté réaliste de l'histoire, ça rajoute de la folie, et c'est le Joker, il est complètement fou. Et le titre, c'est Folie à deux, donc je pense que ils auraient traité différemment la comédie musicale dans ce film, ça aurait pu être encore plus fou et meilleur. Voilà tout ce que j'avais à dire sur les différentes interprétations du Joker et sur Joker Folie à deux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, commenter, dites-moi ce que vous avez pensé du film Joker Folie à deux et si vous avez une interprétation préférée de ce personnage fou et iconique de la pop culture. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas, on verra bien ensemble. Allez.